Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Les 6, 7 et 8 octobre prochains, les Sustainable Architecture Days sont de retour dans le cadre de l'Archi Week et nous avons sélectionné 6 projets inspirants et bien évidemment durables dans lesquels vous allez retrouver le projet dans lequel je suis, c'est le Reciparc. Alors ce Reciparc, je vous l'avais déjà présenté en 2021 et à l'époque c'était un terrain vague, une sorte d'entrepôt de matériaux qui était ici. On a structuré ce projet en 3 ambitions globales qui sont 1. Fournir un parc à conteneurs fonctionnel. Une deuxième ambition qui est d'y juxtaposer un espace public. Et une troisième ambition qui est la question du réemploi. On a fait un effort pour démontrer qu'on peut vraiment utiliser le site différemment et qu'on peut mettre à côté 2 usages qui sont à première vue peut-être un peu contradictoires. Avec ces multiples ambitions, c'est vrai que ça rend aussi le projet complexe et c'est peut-être pour le client, c'était peut-être aussi un peu effrayant. Et aujourd'hui, ce Reciparc, il est terminé. On pourra le visiter dans le cadre des Sustainable Architecture Days. Et je vous propose de retrouver l'architecte Freek Persijn accompagné de l'architecte Jan Guéguin qui vont vous parler de ce projet en détail. Dus we staan hier nu vandaag langs het kanaal, langs de spoorwegen in Anderlecht, in een nieuw recyclagecentrum. Zullen de mensen binnenkomen, niet enkel met de auto, maar ook met de fiets of zelfs te voet, want het is echt in de stad. En hier worden de mensen dan ontvangen en daar kunnen ze de verschillende spullen die ze willen recycleren dumpen. En dus hier is eigenlijk een ganse logistieke faciliteit die eigenlijk vroeger aan de rand van de stad zat en nu in het midden van de stad. Op dit hele vreemde terrein, driehoekige terrein, waar dat daar het kanaal is, dat we eigenlijk plotseling heel veel plaats hebben. En die plaats hebben we voorgesteld om er iets anders mee te doen. En dat is eigenlijk ook waar dat je eigenlijk uit het recyclagecentrum stapt en in de publieke ruimte. En dus hier, door de eerste opdracht van het recyclagecentrum te ontwerpen op een manier die super compact is er eigenlijk ruimte ontstaan voor een tweede opdracht. En die opdracht hebben we samen met Brussel Propreté verder uitgediept en die is uiteindelijk een publieke ruimte geworden die een skatepark is. Die dan ook ontworpen is door andere architecten en landschapsarchitecten. Maar dat is eigenlijk de ruimte waar dat we nu in staan. Een ruimte die wij eigenlijk beschikbaar gemaakt hebben en die nu deel wordt van het kanaal. En die we eigenlijk ook allebei overdekt hebben, dus zowel het recyclagecentrum als het skatepark, met 1 enkele hal. En die hal is eigenlijk op het kanaal een heel groot signaal, een heel grote overdekte publieke ruimte. On a essayé, parce que c'est un environnement un peu dur, de garder des éléments très robustes dans le choix des matériaux. C'est ce qui a donné un peu l'esthétique du projet, qui est faite uniquement de béton brut ou d'acier galvanisé et la superstructure en bois qui vient recouvrir l'ensemble et les 2 programmes. Dus eigenlijk hebben we spanten gevonden in Luik van een manege. En die spanten zijn dan herbruikt geweest, ze zijn een hele lange tijd opgeslaan. En uiteindelijk is het recyclagecentrum dus eigenlijk ook aan zich een ruimte die gerecycleerd is. Dans le programme, quand on a répondu au concours, on avait presque une approche naïve, puisque ça paraît presque évident qu'on puisse prendre des éléments et venir les redéposer ici. Mais dans le sein d'un marché public, on a dû faire à plein de difficultés, parce qu'un marché public de nos jours, il doit considérer un matériau comme neuf. C'est-à-dire qu'on doit avoir une fiche technique qui qualifie mécaniquement le matériau, alors que du bois, même si c'est un gisement qu'on pourrait dire cohérent parce qu'ils venaient tous du même ensemble, du même manège, le bois aura tendance à vieillir différemment. Des spécificités aussi qu'on retrouve et que sur les arcs de réemploi qu'on ne retrouve pas sur les arcs récentes, c'est le rayon de courbure. Ici, on a un rayon de courbure qui est très important, qu'on ne retrouve pas sur les anciennes arcs. Une spécificité aussi, c'est d'avoir des très fines lamelles par rapport à ce qu'on peut retrouver sur les nouveaux arcs en lamellé collé. Un autre souvenir de son activité passée, c'est cette pièce un peu endommagée qui en fait résulte des chevaux ou poneys qui avaient tendance à en faire leur casse-croûte. Vraiment, on a revu des photos passées et c'était exactement dans cette situation-là dans le passé et c'était vraiment à hauteur
de la bouche des chevaux qui sûrement se faisaient les dents et grignotaient un peu un morceau de l'arche. La halle, elle a aussi cette spécificité qui vient aussi alimenter le site en énergie. Du coup, sur tout le versant ouest, on retrouve ce calpinage de panneaux photovoltaïques. Un autre élément qui permet aussi d'articuler les deux programmes, c'est le bâtiment administratif qui est réservé aux professionnels du site pour pouvoir se restaurer, se laver. D'une certaine manière, c'est une coquille en béton qui est un peu paradoxale, en tout cas qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, parce que c'est un bâtiment qui est fait d'une structure ossature bois qui donne un intérieur presque un peu plus domestique et un extérieur très robuste qui fait face au skatepark. Au fil des conversations avec la maîtrise d'ouvrage, on s'est dit que ça serait bien aussi de pas seulement donner un dos à l'espace public, mais donner quelques fonctions. C'est comme ça qu'en fait est apparue la volonté d'offrir 2 salles qui viennent s'adresser à l'espace public. Il y a un WC public, il y a également un petit local associatif qui va permettre aux associations de skateurs de stocker du matériel pour créer des animations sur l'espace public. Ik vind wel een hele grote kwaliteit in Brussel dat de procedures en de processen van architectuur toelaten dat dat kan gebeuren. Soms moeilijk, vaak moeilijk, maar ook wel met een soort van openheid en met een soort van willingness, een soort van bereidheid om ervoor te gaan en om nieuwe dingen te proberen. En ook, het is enkel dankzij die mentaliteit van experiment en van openheid en improvisatie die zo eigen is aan Brussel, dat dit soort van project bestaat. Want in andere steden is dat veel moeilijker. Dus ik denk dat Brussel daar echt wel fier op mag zijn. Dans la seconde partie de cette émission, je vous propose un portrait engagé de l'architecte Benoît Lemens du bureau 450 ppm. Il vous explique sa vision de la durabilité. Benoît Lemens, architecte au sein de l'atelier 450 ppm. L'atelier 450 ppm, c'est un bureau d'architecture qui s'occupe de bâtiments anciens, voire de bâtiments très anciens, et qui s'occupe de toute une série de missions qui vont depuis l'état sanitaire de bâtiments classés jusqu'aux stratégies de développement et de rénovation durable de ces bâtiments. Et donc, comme son nom l'indique, l'idée principale dans 450 ppm, c'est de réduire nos émissions, c'est de réduire nos émissions de CO2. Cette valeur de 450 ppm, c'est le niveau qu'on ne doit pas dépasser. Dans les accords de Paris, ce niveau correspond à la limite des plus 2 degrés. On sait que le monde sera très compliqué, voire impossible, au-delà de cette limite. Et donc, il faut tout faire pour éviter d'atteindre ce plafond. Cette valeur me suit tous les jours et j'essaye d'appliquer dans tous mes projets des principes qui permettent justement de réduire les émissions et donc d'avoir une approche plus soutenable de la construction. La durabilité au sein de 450 ppm, ce n'est pas vraiment le concept central. Je vais souvent plutôt parler de soutenabilité ou d'un autre concept qui pour moi est beaucoup plus important, qui est le concept de robustesse. Quand on parle de durabilité, on traîne souvent avec toute une série de concepts liés à la performance des bâtiments et il faut bien imaginer que le bâti ancien a été construit à une époque où tous ces critères de performance n'existait pas. Et quand on évalue le bâti ancien par rapport à ses performances, on n'a pas de très bons résultats et ça pousse souvent les gens à avoir envie de tout remplacer et ça implique un coût en matériaux qui est très important. Et donc moi je préfère l'idée de robustesse qui est la capacité d'un écosystème à être stable malgré les variations. On voit que c'est des qualités qui seront requises et très importantes à l'avenir avec les variations climatiques. Et dès qu'on regarde le bâti ancien avec cette idée de robustesse, on voit que là, le bâti ancien a des très grandes qualités. Et si on regarde avec ce prisme-là le bâti ancien, on va vraiment pouvoir privilégier des démarches où on essaye de préserver la matière. Et je pense que c'est très important. Aujourd'hui, on doit voir nos bâtiments comme des stocks carbone. Et donc, la matière qui est en place doit être préservée. Si on doit rajouter de la matière dans ces bâtiments, il faut le faire avec des matériaux qui ont un faible impact carbone. Et de manière générale, si on a une approche qui tend à préserver les matériaux en place, c'est sûr qu'on ne va pas aller puiser dans nos puits carbone pour aller ressortir des matériaux. Et donc, c'est un des très grands enjeux. Et donc, moi, c'est ce que je défends quotidiennement, c'est arrêtons un petit peu cette idée de performance qui pour moi, est en train d'un petit peu trop détruire le bâti ancien et réhabilitons des concepts comme le concept de la robustesse.
Et enfin, pour terminer cette émission, je vous propose un tutoriel qui vous explique c'est quoi la ville productive en compagnie de son expert en économie spiralée de chez Bopro, Steven Beckers. Une ville productive est une ville qui va essayer de ne pas dépendre complètement de son hinterland, qui va tenter de produire, comme ça se faisait par le passé, un maximum d'éléments sur son territoire. Ça ne veut pas dire qu'elle devient totalement autonome, mais ça veut dire qu'elle va aider la campagne finalement, si elle produit elle-même c'est une partie de ses ressources alimentaires. Si elle produit de l'énergie, elle va dépendre moins évidemment des énergies fossiles et des besoins de grandes surfaces de photovoltaïque, d'éoliennes, etc., qui permettent finalement à la ville de tourner, y compris les transports, etc. Une ville productive, c'est aussi une ville qui crée de l'emploi. Qui crée de l'emploi local, qui va réutiliser ses ressources locales, et ça c'est en plein dans l'économie circulaire, qui va permettre finalement à la ville de produire ses propres matériaux, c'est ce qu'on appelle l'urban mining, et elle peut produire bien sûr aussi de l'eau propre, mais la ville elle peut produire aussi des protéines. C'est l'exemple de la ferme Big à Anderlecht qui produit des truites. Pourquoi pas produire de plus en plus d'éléments différents en ville. Les matériaux qu'elle produit, c'est non seulement les matériaux qu'elle récupère par la démolition des bâtiments et la réutilisation, mais c'est aussi la transformation de tous ces matériaux qui crée une véritable industrie urbaine. Et plus la ville est productive, plus elle sera résiliente. Et voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode d'Archi Urbain. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures architecturales.